Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous pouvez bien vous connecter sur cette Agora et scanner la partie QR code. Je pense qu'ils t'entendent pas. T'entends pas? Oui, mais surtout ne faut pas les écouter. Et ça, faudrait dire aux gens autour. Est-ce que tu peux passer le dire aux gens? Je recommence. Donc, bonjour à toutes et tous. Et sur cette Agora Femmes entrepreneurs en Afrique, défi commun. Je remercie nos intervenantes d'être là. Je suis Isabelle Lebeau de BPI France en charge des partenariats internationaux et ma collègue Nora. Oui, on va se rapprocher parce qu'en fait, on écoute avec des écouteurs et c'est pour ça que vous ne m'entendez pas peut-être. Donc voilà, donc je voulais vous saluer tous les internautes qui sont connectés, les gens dans le public, en espérant qu'ils mettent bien les écouteurs pour nous entendre. Et on va démarrer cette session. Donc je suis Isabelle Lebeau, en charge des partenariats internationaux chez BPI France, avec ma collègue Nora. Moi, je suis basée à Paris. Nora est basée à Abidjan. Elle est l'adjointe du responsable de la zone régionale Afrique de l'Ouest. Et nous sommes ravis de vous accueillir. Alors, l'objectif de cet atelier, c'était de montrer qu'en se basant sur votre expérience, de montrer qu'il y avait des défis communs, des opportunités pour les femmes entrepreneurs. On entend le mot entrepreneur au sens large du terme. Comme l'a dit ce matin Nicolas Dufourcq, il a parlé d'entrepreneurs et d'entreprenants. Donc, on peut être aussi entreprenant et entreprenante, en l'occurrence, avoir un objectif, vouloir faire bouger les lignes. Et je pense que c'est ça qui vous caractérise toutes. Donc, on va d'ailleurs rappeler en quelques chiffres pourquoi ce sont des défis communs. Merci. Effectivement, si on doit recontextualiser un petit peu ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, vous avez une population féminine qui représente 50% de la population. Elles ont toutes une large contribution, notamment dans la production de biens économiques. Aujourd'hui, 62% des biens économiques sont produits par les femmes. Pourtant, on a du mal à les employer et on a du mal à les rendre salariées. Seulement 8,5% d'entre elles aujourd'hui sont salariées et finalement, elles ont presque que le choix que d'entreprendre. Donc concrètement, elles vont créer de nouvelles structures, elles vont être peut-être de plus petite taille, un peu moins financées, mais on est sûr qu'aujourd'hui, elles vont faire preuve d'innovation et de créativité pour monter à l'échelle pour toutes ces femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, comme le disait Isabelle, on a à la fois des entrepreneurs avec nous et des entreprenantes. Ce sont des entrepreneurs parce qu'elles ont une activité professionnelle, mais c'est aussi des entrepreneurs dans la vie sociale. Je tiens à le souligner, c'est très important, et également dans leur vie personnelle. Donc voilà. Et avant de passer la parole à nos entrepreneurs, je voudrais juste rappeler que nous faisons cet atelier en collaboration avec Women in Africa Young Leaders. Donc Women in Africa, c'est une fondation créée par Aude de Thuin et présidée par Hafsat Abiola, une femme remarquable qui était au Bang l'an dernier. Et c'est avec son directeur des partenariats, je ne sais pas s'il est là, et s'il est là, qu'il lève la main, que je le vois. Mais en tout cas, c'est avec lui que nous avons monté cet atelier. La Fondation soutient et accompagne les femmes entrepreneurs africaines, favorise l'éducation dans le domaine du développement économique, dans le domaine de la formation de futures entreprises innovantes. Et en 2017, la Fondation a lancé le projet Women in Africa 54 avec des mécènes pour donner la parole à des femmes entrepreneurs dans 54 pays d'Afrique. Et pour ces femmes feront l'objet d'un accompagnement et d'une médiatisation. En 2021, avec beaucoup d'autres initiatives que je passe rapidement, Women in Africa a lancé la première édition de ce programme Women in Africa Young Leaders pour accompagner et mettre en avant les femmes Young Leaders africaines. Et 5 Young Leaders ont été sélectionnés par un jury qui bénéficieront et qui ont déjà commencé à bénéficier d'un programme d'accompagnement aussi bien collectif pour participer à des événements comme celui-là que individuels pour booster leur carrière et leurs projets. Je vais maintenant vous passer la parole pour que vous puissiez déjà dans un premier temps vous présenter
Et puis après, je commencerai avec Nora et on vous posera des questions sur votre parcours et vos projets. Donc, on va le faire dans cet ordre-là, peut-être. Merci beaucoup Isabelle, merci Nora, merci pour l'invitation. Donc moi je me présente, je m'appelle Cynthia Aïssi, j'ai 33 ans, je suis née au Sénégal et je vis en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan depuis 6 ans. Pour expliquer très brièvement mon parcours, j'ai fait des études en communication et en marketing et j'ai évolué dans ce domaine pendant 3-4 ans. Avant de décider justement de prendre les rênes, j'ai envie de dire ça, de prendre les rênes d'une entreprise. Donc j'ai cherché à sortir justement de cette casquette de communicante afin de pouvoir piloter, lancer des choses, manager, monter des process. Et donc j'ai été recrutée en tant que country manager pour Jumia en Côte d'Ivoire, pour Jumia Travel, l'équivalent de Booking.com. J'ai fait ça pendant 3 ans. Ça a été un challenge pour moi, arrivant à Abidjan, qui n'est pas forcément mon pays de naissance, étant une jeune femme africaine de 27 ans, devant venir manager des hommes principalement, plus âgés que moi. Et donc voilà, j'avais envie aussi de relever ce défi-là. Et ensuite, j'ai décidé de partir parce que je voulais démarrer un projet de bout à bout. Parce que là, j'avais quand même des équipes centralisées à Paris. Et là, je me suis dit, j'aimerais me lancer dans toute autre chose. Et donc, du coup, j'ai monté un bar à jus à Abidjan. Ça a été très compliqué. Je pense qu'on en parlera justement tout à l'heure de lancer, créer une entreprise. Mais ça a été une excellente expérience pour moi, très difficile, mais formatrice. Et 6 mois après avoir monté cette boîte, j'ai été contactée par un chasseur de tête pour aller monter une autre boîte. Et là, je me suis dit, c'est un peu compliqué. J'ai passé les entretiens, j'ai été sélectionnée. Et ce que je fais aujourd'hui, donc depuis 4 ans, c'est de la tech au service de la logistique en Afrique. Donc on développe une solution digitale, une application mobile qui permet de pouvoir tracer des colis et d'interconnecter finalement les villes africaines, parce que je ne travaille pas dans de la livraison urbaine, mais plutôt dans des zones reculées, donc dans des zones blanches où justement personne n'a envie forcément d'aller, où la connectivité est très délicate. Et donc on a déployé un système qui permet de créer des colis sans connexion en mode offline, de suivre et de livrer des colis. Voilà ce que je fais. Merci. Donc, Et je fais partie du programme Young Leader donc de Women in Africa, comme l'a précisé Isabelle, avec mes co-lauréates. Très bien. On passe la parole à Mégane. Bonsoir à tous, je suis Mégane Beau de la Côte d'Ivoire, j'ai 27 ans et je suis plus dans l'entrepreneuriat social parce qu'avec des femmes, nous avons mis en place une association féministe qui lutte contre les violences faites aux femmes qui est appelée la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Et depuis 2019, nous nous engageons à créer le lien entre le gouvernement et ces survivantes-là pour avoir l'assistance qu'il faut en cas de violence sexuelle, violence physique, violence conjugale, violence psychologique et même violence financière. Et depuis 2019, c'est plus de 250 femmes qui ont bénéficié de notre accompagnement parce qu'il faut le dire, chez moi en Côte d'Ivoire, il est difficile d'avoir accès à tout ce qui est assistance en cas de violence parce que le certificat médical de viol ou de violence coûte 50 000 francs qui est environ 115 €, sachant que le SMIC en Côte d'Ivoire ne dépasse pas les 200 €. Donc c'est une lutte perpétuelle pour nous et le projet que nous avons avec l'association, c'est de créer un centre d'hébergement des survivantes qui sera un lieu pour elles de pouvoir réintégrer la vie sociale. Dans ce centre-là, il y aura des classes de couture, de coiffe et de pâtisserie pour que même si elles viennent se reconstruire psychologiquement, elles puissent se reprendre en charge. Parce que le vrai problème chez nous en Côte d'Ivoire, c'est lorsqu'on dit à une survivante quitte le lieu où il y a la violence, elle me demande je quitte, je vais où? C'est ça le problème. Donc nous pensons que créer déjà ce centre-là va permettre de réduire déjà le taux de violence sur les femmes et de permettre à ces femmes-là aussi d'être autonomes financièrement. Merci. Merci. Nassifatou. Merci Isabelle, merci Nora, merci pour l'invitation, merci à tous et à toutes d'être présents ici aujourd'hui. Donc moi c'est Nassifatou Kokor Titikpina, je suis togolaise. Je vais laisser passer mon parcours, je vais dire plutôt ce que je fais actuellement. Donc, je suis enseignant-chercheur en analyse chimique, chimie analytique et bromatologie à la faculté des sciences de la santé de l'université de Lomé. Et en parallèle, je m'occupe de la restructuration du laboratoire national de contrôle qualité des médicaments.
Donc actuellement, j'ai 2 objectifs principaux. Moi, je travaille plus dans l'éducation et dans la santé. Et c'est vraiment social, c'est du travail social. Et donc dans l'éducation, c'est quoi? Mon objectif, c'est de former la prochaine génération de jeunes qui aussi seront de puissants professionnels en analyse chimique. Et pour le laboratoire de contrôle qualité, c'est de l'amener à être préqualifié OMS. Pourquoi? Parce que nous avons actuellement la problématique du faux médicament dans nos pays. Il est estimé qu'un médicament sur 10 est un faux. Et ça a des conséquences dramatiques sur nos systèmes de santé parce que chaque année, au moins 100 000 enfants meurent à cause des faux médicaments utilisés contre le palu et contre l'infection pulmonaire. Donc, c'est vraiment un problème de santé publique auquel on doit s'attaquer. Aujourd'hui, je suis cette semaine ici avec 4 merveilleuses dames. Vous allez apprendre à les connaître. Elles sont toutes exceptionnelles, très puissantes dans leurs différents domaines, qui, comme moi, essaient de faire un plus pour le développement de nos pays, pour le développement de l'Afrique. Merci. C'est toujours très difficile de passer après ces 3-là, mais me voilà. Donc merci à tous et à toutes d'être là, d'être avec nous aujourd'hui pour parler un petit peu d'Afrique et de l'entrepreneuriat en Afrique. S'il y a des gens parmi vous qui se posent la question du retour en Afrique, qu'est-ce qu'il y a pour moi en Afrique? Est-ce que c'est pas trop difficile? Est-ce que c'est pas trop... C'est dur. Je vous le dis tout de suite, c'est dur. Mais, première chose à voir, c'est qu'on cite souvent les défauts de l'Afrique. Mais on a une qualité qu'aucun autre continent n'a. On se sent africain. Que vous soyez au Maroc, que vous soyez au Cameroun, que vous soyez au Botswana, l'Afrique, ça a du sens. Et quand vous écoutez mes camarades, chacune d'entre nous a eu à passer en fait par différents pays. Que tu sois sénégalais, capverdien, malien, tu vas au Sénégal, tu te sens comme chez toi. Tu es du Togo, tu vas au Sénégal, tu es comme chez toi. Tu es malien, tu vas en Côte d'Ivoire, tu es comme chez toi. Et on a des exemples comme ça qui n'en finissent pas en fait de parcours croisés dans ces différents pays. C'est une richesse extraordinaire et c'est quelque chose qui donne énormément de force. Quand je me suis posé la question de pourquoi candidater à des programmes de Young Leaders qui peuvent avoir... Pourquoi? Ça sert à quoi? Je me suis dit, c'est pas pour faire plaisir à l'ego, c'est pour être un exemple, mais parmi beaucoup d'autres, de ce que les femmes africaines peuvent faire quand on leur donne l'opportunité et la confiance. Donc, je suis Néné Meiga, je suis du Mali, précisément de la région de Tombouctou, et j'ai grandi entre le Mali, le Sénégal, la France et le Cameroun. J'ai fait mes études supérieures en France, à HEC, et puis j'ai commencé ma carrière en France, et puis à un moment je me suis dit, je pense que ce n'est pas ici que l'avenir est, c'est pas ici que j'aurai de l'impact. Et donc j'ai décidé de laisser tomber mon job de consultante et d'aller en Afrique, et de commencer à la base. À la base, c'est quoi? À la base, c'est dans les marchés, c'est avec les acteurs de l'informel, c'est à vendre des SIM. J'ai rejoint en 2016 le groupe Orange et mon premier job, c'était sur la distribution. Et ça a été une expérience passionnante parce qu'il ne faut pas s'y tromper. Quand on voit l'écosystème business en Afrique, il faut comprendre que c'est un écosystème qui fait preuve d'une inventivité, d'une créativité, d'une adaptabilité telle dans un milieu contraint. Je vous mets au défi, dans les mêmes conditions, avec les mêmes moyens, de faire mieux. Ce par quoi vous pouvez faire la différence, c'est que justement, vous n'aurez pas les mêmes moyens, vous n'aurez pas les mêmes connaissances, vous pourrez faire différemment, vous pourrez faire plus innovant, vous pourrez faire plus performant. Et donc, après quelques temps au Sénégal, je suis allée au Mali, j'ai été DG d'Orange Money, donc c'est la moitié de la population qui utilise ce service tous les jours pour gérer son argent. Ensuite, j'ai été directrice de cabinet du patron Afrique et Moyen-Orient d'Orange. Et depuis quelques semaines, je suis aujourd'hui DG d'Orange au Botswana. Donc je suis la plus jeune en fait au sein du groupe Orange DG, l'une des rares femmes. Et c'est une vraie fierté pour moi de me dire qu'au Botswana, on a les manettes pour faire changer les choses, pour apporter le meilleur de la technologie partout et surtout construire un avenir où les Africains ne seraient pas simplement des consommateurs d'un WhatsApp, d'un TikTok, d'un Snapchat et que sais-je, où les Africains seraient des producteurs de leur contenu numérique, producteurs de technologie et qu'on entraîne nous-mêmes les solutions qui n'existent pas, mais qui vont répondre à nos difficultés, à nos problèmes, à nos besoins du quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Arvel. Moi, à la base, je suis anglophone, mais je vais essayer de parler en français que j'espère ne va pas trop vous blesser les oreilles. Et donc, je m'appelle Nyama Marvel et j'ai 24 ans.
je suis la plus jeune de la promotion Women in Africa. Et maintenant, mon parcours vraiment, c'est dans le secteur humanitaire. Et maintenant, pour l'instant, je travaille avec l'Union européenne et je fais partie d'une initiative de l'Union européenne, l'initiative qui est vraiment de rassembler les jeunes partout dans le monde et pour que les jeunes puissent parler et discuter avec l'Union européenne et dire à l'Union européenne ce que les jeunes veulent voir dans le continent de l'Afrique et même partout dans le monde. Voilà un peu l'initiative. Et avant cela, j'ai travaillé avec l'UNICEF, j'étais consultante avec l'UNICEF. J'ai travaillé avec l'UNICEF pour presque 3 ans et j'étais dans un pays que les gens oublient souvent, le Soudan. Et je sais que la plupart des fois, quand vous entendez le Soudan, vous entendez la guerre, on imagine que ce n'est pas un très beau pays, mais le Soudan était extraordinaire. Et j'ai travaillé beaucoup avec des jeunes au Soudan sur les sujets de l'autonomisation des jeunes là-bas au Soudan. Et avant de rejoindre l'UNICEF, j'étais vraiment très bénévole. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma communauté. J'ai travaillé en tant que militante des droits de l'homme avec Amnesty International. J'ai aussi travaillé en tant que militante militante environnementale, oui, avec Greenpeace Africa. Et je suis vraiment fière d'être ici, d'être parmi ces dames qui ont été sélectionnées pour la première position de Women in Africa. Et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous toutes. On va commencer à aborder les différents thèmes de l'atelier, c'est-à-dire l'entrepreneuriat, le financement, l'importance de la digitalisation, le réseau aussi, ce que ça peut vous apporter. Donc ma première question va porter sur l'entrepreneuriat, puisque c'est vraiment le thème, la base. C'est comment avez-vous pu créer l'entreprise ou fonder votre filiale dans le pays où vous êtes? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question? Peut-être Cynthia pour commencer, puisqu'il y a Key Obstacles, ça tombe très bien. Quels sont les obstacles? Quelle est la façon de procéder surtout pour surmonter ces obstacles et être positif? Ok, merci. Alors, comment créer son entreprise? Alors là, je dirais que sur Key Obstacles, j'aime bien dire que je suis une intrapreneur. Ça a ses avantages et ses inconvénients, comme pour tout. L'avantage que j'ai eu d'être intrapreneur, donc c'est-à-dire que j'avais un associé et des investisseurs quand je suis arrivée, donc je n'ai pas cherché de fonds, ce qui est un avantage. Pardon? En fait, quand je dis un intrapreneur, c'est-à-dire que j'entreprends à l'intérieur d'une structure déjà plus ou moins constituée et que je ne suis pas allée chercher finalement, je ne suis pas allée chercher des fonds. Donc ça, c'était un avantage forcément considérable parce que l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Et donc du coup, l'avantage de ça, c'est que j'ai été en contact avec des notaires. Bon, j'ai dû après suivre la procédure normale. Aller voir en Côte d'Ivoire, il y a un organisme qui s'occupe justement de la création d'entreprises qui s'appelle le CPC. Donc j'ai tout mis en place. Bon, en fonction des personnes, moi je n'aime pas trop la paperasserie, mais c'est pas si compliqué que ça. Je pense pas qu'en tant que femme, j'ai eu plus d'obstacles qu'un homme. Je pense pas que la difficulté se situe à ce niveau-là. Je pense qu'il faut faire preuve de beaucoup de patience. Moi, je suis une personne, quand j'ai quitté Paris, après 7 ans à Paris, après avoir fait mes études, après avoir travaillé ici, j'étais plus qu'impatiente et j'aime anticiper. Je suis très dynamique de nature et de personnalité, de caractère. Et donc, quand je suis arrivée à Abidjan, je me suis quand même pris une claque. On aime bien dire Abidjan, c'est très dynamique, c'est extrêmement dynamique. C'est une ville, c'est un pays, la Côte d'Ivoire, qui a énormément de potentiel. Je le cite précisément, je ne suis pas née là-bas, mais j'évolue là-bas professionnellement. Et ce qui a été difficile, c'est la lenteur. La lenteur, et ça demande d'être patient. Et c'est pour ça que je dis que créer une structure, tout le monde peut le faire. Vous, demain, tout le monde peut monter une entreprise. C'est pas compliqué après. Il faut bien entendu le nerf de la guerre, l'argent, mais tout le monde peut créer une structure. Le plus compliqué après, les ressources humaines, il faut savoir recruter, il faut aller chercher les talents. Moi, je suis dans la tech, donc j'étais là dans le domaine de la technologie, du numérique. C'est comment aller chercher les bons profils, comment aller chercher les talents. On parlera tout à l'heure d'éducation, ça a été une galère. Ça a été une galère. J'ai recherché des femmes. Aujourd'hui, j'ai par exemple, depuis l'année dernière, un laboratoire technique où on avait 3
personnes en juin 2020. Aujourd'hui, on en a 15. Ce ne sont que des hommes. J'ai cherché, je suis allée dans les écoles. Il n'y en a pas beaucoup et je pense que c'est lié à la culture, c'est lié peut-être au manque de formation ou d'information ou de motivation ou de soutien de l'environnement, de la famille, en disant aux filles, aux jeunes femmes, il y a ces études, il y a ces filières, c'est pas parce que vous êtes une femme que vous ne pouvez pas le faire. Donc la partie ressources humaines, pour moi, a été très compliquée et ça a été aussi une frustration de me dire, moi j'ai envie d'être une leader et j'ai envie de montrer que en tant que jeune femme africaine, ben déjà on peut piloter une entreprise, on peut manager des personnes, on peut tout aussi bien manager des équipes masculines, mais au-delà de ça, on peut aussi travailler dans des environnements masculins comme le transport. Aujourd'hui, mon métier, c'est d'aller convaincre des hommes, parce que généralement, tous ceux qui sont à la tête, surtout des acteurs, enfin les acteurs de transport informel, quels que soient les pays, même les pays de mes coloréates, ce sont des hommes. Et quand ils me voient arriver, ils pensent que je suis la stagiaire, en fait. Je dis non, en fait, c'est moi la manager, c'est moi la boss. Et du coup, c'est comment la grande difficulté, moi, c'est que je suis toujours dans un domaine très masculin. Comment je m'impose au-delà de ma petite taille, au-delà du fait que je sois jeune et que j'ai 33 ans, je fais encore plus jeune. Chaque fois, tu rigoles, mais c'est vrai, on me regarde avec, ça se voit. Et donc, c'est comment j'arrive à m'imposer et à montrer que quel que soit ce que vous voyez en face de vous, il y a des compétences, il y a une volonté, il y a une véritable implication dans ce qu'on fait. Donc je pense que créer une structure en tant que telle, en fonction des différents marchés, je ne m'avancerai pas sur les pays comme au Botswana où je ne sais pas absolument comment ça se passe, ou même au Togo, mais je sais que c'est une question de patience et que de toute façon, comme pour tout dans la vie, quand on veut, véritablement, on s'implique, on le fait. Mais je pense que dans nos sociétés africaines, il faut user de beaucoup de patience et de ténacité parce qu'on est confronté à ça. On est confronté à des difficultés de management parce qu'on est femme dans un domaine masculin. Et principalement, moi, ça a été les freins que j'ai pu rencontrer. Il n'y a pas de difficultés techniques particulières pour créer sa boîte. Il n'y a pas d'obstacle particulier. Non, je pense que le premier, c'est comme je dis, c'est les fonds. C'est la base. On en reviendra au financement tout à l'heure. Ça va être notre suivante question. Question suivante. Oui. Je voudrais demander à Mégane aussi comment une agence média peut aider à promouvoir l'entrepreneuriat féminin. De quelle manière ? J'ai oublié de le dire, je suis manager médias et relations presse dans une agence de communication de relations publiques. Je pense que déjà dans ce milieu-là aussi, il est pratiquement dominé par les hommes. Et c'est beaucoup de travail déjà de s'imposer dans les médias. Pour ceux qui sont dans les médias, ils savent de quoi je parle. Et mon agence déjà a été montée par une femme. Dans l'agence, nous sommes 5 femmes, c'est une parité égale. Et ce qu'on peut faire au niveau de l'entrepreneuriat, c'est de montrer des figures qui seront des modèles. Parce qu'il faut donner la place à des personnes qui ont commencé, comme on dit, from scratch, qui ont commencé depuis la base avec peu de choses, qui sont devenues des personnes influentes, de montrer la voie aux plus jeunes ou aux débutants. Et je pense que les médias ont un rôle important à jouer. Je me souviens sur une chaîne de télé, je ne sais pas si je peux la citer, Canal+, qui avait créé l'émission Réussite. Et je vous assure que lorsque je finissais de regarder Réussite, j'avais envie de me dépasser. Et c'est ce que les médias doivent pouvoir créer, des opportunités pour inviter ces personnes-là, ces entrepreneurs qui ont commencé avec peu, qui sont aujourd'hui des personnalités ou des figures emblématiques, de venir témoigner, de partager leur expérience et de permettre aussi à des plus jeunes d'être mentorés. Et les médias doivent pouvoir mettre la lumière sur ces personnes-là et ces événements comme le Big sont des événements intéressants pour les médias de mettre comment on peut dire ça, ces profils-là en lumière pour dire les personnes qu'il faut regarder, voici les personnes qu'il faut inviter et je pense que c'est ce que nous, en tant que professionnels des médias, nous pouvons faire. Merci. Oui, il y a des rôles modèles qui sont importants et de les montrer, de leur témoigner, c'est vraiment très important. Avant de passer à la question suivante, peut-être qu'il y a une de vous qui veut contribuer à cette question sur l'entrepreneuriat. Est-ce que, je ne sais pas, Néné, Marvel, sinon on passe à la question suivante. Moi j'ai un point, oui. parce que j'ai une particularité dans mon profil, parce que je sais que ça peut être des points très bloquants. J'ai eu beaucoup de discussions
quand je suis rentrée par exemple à Abidjan avec des amis qui étaient rentrés depuis un moment et qui étaient un peu frustrées parce qu'elles étaient enceintes ou qu'elles étaient tombées enceintes et que ça avait extrêmement ralenti leur carrière, où elles se mettaient elles-mêmes en fait tout simplement des freins. Et quand je vous raconte un petit peu mon parcours, moi j'ai été contactée pour monter justement la structure Keopstech. J'étais enceinte de 3 mois et on m'a quand même sélectionnée. J'ai fait les entretiens. Au départ, le premier entretien, je n'ai rien dit. Le deuxième entretien, j'ai dit, bon là, ça commence à devenir sérieux, il faut que j'explique quand même la situation. J'étais shortlistée, donc on était 3 ou 4. J'ai passé le deuxième entretien et on m'a contacté le lendemain pour me dire que je faisais partie des 2 derniers, qu'il fallait venir pour qu'on me donne la décision et on m'a choisi. Et ce jour-là, je me suis dit que tout est possible en fait. Tout est possible, vraiment. C'est ce que nous a dit Nicolas Dufourcq ce matin. Tout est possible pour les entrepreneurs, pour les entreprenants et entreprenantes. Donc, on passe peut-être aux questions de financement. J'ai une question pour Néné. Vous nous avez dit que c'était dur. Vous avez été très cash avec nous. Aujourd'hui, je pense que vous avez une assez bonne vision de ce qui se passe dans plusieurs pays africains, du fait des différentes expériences que vous avez pu avoir. Finalement, est-ce qu'il y a des pays précurseurs dans le financement des femmes, de l'entrepreneuriat féminin? Est-ce qu'on a des bonnes pratiques dans un certain type de pays, dans certains types de régions? Je pense que c'est une excellente question et je vais peut-être commencer par quelque chose d'un peu général sur l'entrepreneuriat en Afrique et l'entrepreneuriat féminin. L'entrepreneuriat en Afrique, on le voit partout. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas formel que ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Que ce soit dans les campagnes, que ce soit en ville, on a en fait une multitude d'entreprises. Et ce n'est pas de l'entrepreneuriat comme on peut le voir ailleurs qui est parce que je vais inventer quelque chose, parce que je vais changer la face de la terre, parce que c'est beaucoup plus intéressant que d'être salarié. Dans l'essentiel des cas, le salariat n'est pas une option. Donc c'est un entrepreneuriat de survie, il n'y a rien d'autre. Désolée de le dire comme ça, mais souvent c'est ça. Cependant, il faut garder en tête qu'en fait, dans les entreprises qu'on va avoir dans un pays, on va avoir des types d'entreprises différents qui vont impacter l'écosystème, chacune à leur façon. Les très grandes entreprises, il y en a très peu, mais souvent elles sont formelles et elles contribuent beaucoup à la formation, au développement d'expertise pointue dans un pays. On en a besoin. On en a besoin. Mais ce n'est pas elles qui vont donner du job, qui vont donner du travail aux centaines de milliers de jeunes qui arrivent tous les ans sur le marché du travail et qui font qu'en général, dans la situation actuelle, l'essentiel des jeunes en Afrique, pas l'essentiel, mais une bonne partie, trop de jeunes en Afrique, souvent plus de 20-30%, sont sans emploi, quelle que soit leur qualification par ailleurs. On a tout un réseau de PME, SME, et en général, c'est ces petites entreprises de taille moyenne, qui créent effectivement une bonne partie de la recherche, mais surtout l'essentiel des emplois. L'essentiel des emplois, il est là, il est dans ce bassin-là. Et on a enfin derrière toutes les entreprises un peu familiales ou unipersonnelles qui finalement servent simplement à faire vivre les gens qui occupent ces activités-là. Et c'est pas rien. C'est pas rien, c'est central. Quand on pose souvent la question de l'entrepreneuriat, finalement l'idée c'est de se dire cette partie, toutes ces entreprises-là en Afrique, parce que ça concerne toutes les tailles d'entreprises aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour les faire grandir? Et les besoins, ils sont de 2 types. Il y a un besoin en termes de technicité, de capacité à produire, à améliorer ses produits, à faire moins cher, à faire mieux, etc. Qui sont des besoins classiques en formation, en accompagnement, et qui souvent manquent. Et puis il y a quelque chose d'assez simple, un besoin en financement. Je vous donne un exemple très simple. Financer une entreprise, en réalité, c'est parier sur son avenir. Si je te donne à toi 100 000 CFA pour ton business, c'est que je pense que demain, tu vas pouvoir rembourser beaucoup plus que ça et je vais te permettre d'accélérer ton business. C'est parier sur l'avenir. Et de la réalité aujourd'hui, c'est qu'en fait, c'est souvent très, très, très difficile d'obtenir des financements. Très difficile, qu'on soit une femme ou pas d'ailleurs. Qu'on soit une femme ou pas. C'est pour ça que souvent, les gens font recours à des mécanismes. Et alors, il y a un universel dans tous les pays où je suis allée, ça s'appelle la tontine. dont tout le monde se sert pour obtenir des financements. Ce sujet des financements, il est clé. Il est clé pourquoi? Parce que si vous vendez un produit qui marche bien, vous pourrez avoir envie de vous dire je vais en faire 2 fois plus ou 50 fois plus. Vous allez trouver l'argent où?
Il faut avoir un peu d'argent pour financer justement ce bond-là, ce changement d'échelle, ce changement de taille. Tu veux aller apprendre des choses, tu veux acheter des choses de meilleure qualité, tu veux rémunérer un peu plus les gens qui travaillent pour toi, il faut de l'argent. Et c'est cet argent-là qui se parie sur l'avenir, il est extrêmement difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que assez souvent, en fait, on a des systèmes financiers qui vous demandent des choses. Ils vous demandent des justificatifs de domicile. Ils vous demandent des bulletins de salaire. Ils vous demandent des trucs, vous êtes là, vous dites, mais vous êtes sûr que vous êtes en Afrique ici? Attestation fiscale. Qui paye les impôts? Bon. Donc on vous demande en fait tout un lot de documents qu'il est impossible pour 90% des gens d'obtenir. Et donc 90% des gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils se retournent vers des solutions qui en réalité se retrouvent être souvent très chères. Si vous faites un crédit à une tontine, calculer le TAEG, ça n'a rien à voir avec ce que vous proposent les banques en France. Hein. C'est extrêmement cher. Tous les types, en général, la plupart des types de crédits informels et souvent même de microcrédits sont extrêmement chers. Ce qui fait qu'en réalité, quand vous vous endettez pour construire l'avenir, mais que finalement, ce que vous allez payer en termes d'intérêt dépasse parfois même le capital de ce que vous avez emprunté, en réalité, vous êtes en train de couler l'avenir. Et c'est une difficulté qui est majeure pour les entrepreneurs, qu'ils soient féminins ou pas. Mais pour les femmes, c'est encore pire, en général. C'est encore pire. C'est encore pire. Donc, on a effectivement quelques solutions qui marchent, quelques solutions qui permettent de dynamiser le financement par les femmes, le financement des entreprises lancées par les femmes. On a certains pays qui sont plus bancarisés que d'autres, où la question se pose un petit peu moins. Mais la réalité, c'est qu'on est encore en fait dans des modèles où on se cherche finalement. Est-ce qu'il y a un pays en Afrique aujourd'hui dont je peux vous dire à 100%, on y est? On a trouvé la panacée? Pas encore. Pas encore. Mais il faut absolument qu'il y ait ce changement-là dans la façon d'appréhender les problèmes, dans la façon de comprendre les business, dans la façon de financer les entreprises. Une initiative que nous avons eue du côté d'Orange, c'est de lancer Bank Africa en se disant, écoutez, aujourd'hui on est en 2020-2021, on a des données sur les clients. On sait savoir qui évaluer la capacité des gens à rembourser. Et puis, dans ce cas-là, pourquoi ne pas utiliser un outil qui existe déjà, qui est très utilisé en Côte d'Ivoire, au Mali ou ailleurs, qui s'appelle Orange Money, pour fournir des crédits. Donc c'est dans cet esprit-là qu'on a lancé une banque en Côte d'Ivoire qui s'appelle Orange Bank Africa et qui a plusieurs centaines de milliers de clients en moins d'un an. En moins d'un an. Donc c'est quelque chose de considérable et qui en fait permet également d'avoir des crédits instantanés sur mobile. C'est-à-dire, vous demandez un crédit, on vous connaît et on vous attribue en fait un montant en fonction de ce qu'on arrive à comprendre de votre capacité de remboursement. Parce que sinon, la réalité, c'est que quand on n'arrive pas à bien cerner ce montant-là, la personne qui finance se retrouve très rapidement en grande difficulté. Et je pense qu'on a tous des exemples dans nos pays respectifs. On va terminer cette partie sur le financement qui est très intéressante et qui mériterait à elle toute seule un atelier entier. Mais je voudrais poser la question de l'éducation parce qu'on a encore plusieurs thèmes abordés. Donc Nassifatou, est-ce que vous êtes enseignante-chercheuse et vous voyez ces sujets d'éducation, est-ce que vous pouvez nous dire comment on peut aider les femmes qui veulent devenir entrepreneurs ou qui veulent entreprendre des études et quelles sont les possibilités d'amélioration par rapport à ce que vous voyez actuellement? Merci pour la question. C'est vrai que la réalité dans nos pays, il y a une réalité de l'adéquation de la formation et de l'offre d'emploi. Maintenant, pour l'entrepreneuriat aussi, c'est vrai qu'il y a des formations qui ne sont pas nécessairement adaptées. Les gens n'ont pas nécessairement les aptitudes qu'il faut dans l'entrepreneuriat. Donc, ce qui pourrait, à mon avis, être amélioré, actuellement, quand même, il y a des programmes qui sont en place. Au Togo, plusieurs programmes pour aider les jeunes dans l'entrepreneuriat. Il y a par exemple le fonds d'appui à l'insertion, à l'initiative des jeunes, qui est un fonds qui non seulement aide à financer les jeunes, mais aussi surtout leur donne les compétences techniques et nécessaires et indispensables dont ils ont besoin pour poursuivre l'entrepreneuriat. Mais le truc, c'est que le FAEJ, les fonds sont limités. Donc, il y a un autre fonds actuellement qui est en train d'être lancé qui peut financer des projets innovants jusqu'à 20 millions de francs CFA.
C'est vrai que c'est toujours pas beaucoup pour certaines entreprises, mais c'est un grand pas. Et à côté, il y a aussi récemment un fonds qui a été lancé pour soutenir les petites PME après l'après-Covid. Ça, c'est un fonds de 20 milliards de francs CFA au Togo. Donc, il y a des initiatives qui sont en place. Mais par rapport à l'éducation, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est vrai, mais il y a le système informel de formation des entrepreneurs. Au fait, c'est ça ce que nous avons dans nos pays. C'est-à-dire que le bon entrepreneur, le meilleur entrepreneur, c'est celui qui a appris avec sa maman ou son oncle, la plupart du temps dans le secteur informel, dans le marché. Donc, ce que moi je propose aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, aux jeunes africains, qui parfois ont le bac et qui viennent vers moi, qui disent par exemple s'ils veulent faire des formations spécifiques, je leur donne des conseils par rapport aux études qu'ils doivent suivre en Afrique ou qui peuvent aussi suivre à l'extérieur du pays et dans quelles conditions. Maintenant, pour ceux qui sont entrepreneurs, ce que moi je leur propose, c'est de faire une formation de 2 ans, c'est-à-dire un BTS. Un BTS, par exemple, en commerce international ou en management marketing. Après le BTS, d'aller chez la tante qui est au marché, dans les grands marchés de nos capitales. À Lomé, nous avons le grand marché de Lomé. À Abidjan, à Djamé. À Dakar, Sandaga. Aller avec la tante et l'oncle qui fait le commerce dans ce marché. Faire 2 ans ou 3 ans avec cet oncle. Et je peux vous assurer que c'est le meilleur endroit pour apprendre l'entrepreneuriat en Afrique. Nos marchés, ces secteurs informels-là, ne regardez pas ces secteurs informels de haut. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis que vous savez quoi? C'est le commerçant du marché qui vient déposer ses 100 millions à la banque et le banquier enlève pour te payer ton salaire. Oui, oui, oui. Donc moi, j'ai dit aux jeunes, si vous voulez vous faire l'entrepreneuriat, quel que soit le domaine, commencez par apprendre avec votre oncle ou votre tante au grand marché. Allez l'aider. Si de vous payer, ne vous en faites pas. Vous avez 20 ans, vous avez encore le temps d'apprendre. Quand on a la vingtaine, c'est très important pour les jeunes. Je dis ça, quand on a la vingtaine, il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Quand on a 20 ans, il ne faut pas avoir peur de faire du volontariat et du bénévolat. C'est dans la vingtaine qu'on peut faire des erreurs, on a le temps d'apprendre. Après, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dans la tête, le cerveau, il a les capacités de retenir et de se moduler en fonction des événements. Pour certains, c'est toute leur vie, mais pour d'autres, ce ne sera pas le cas. Et la vingtaine, je crois, pour beaucoup, c'est la période dans laquelle on a encore le temps d'apprendre parce que le cerveau est comme une éponge qui peut résorber beaucoup d'informations. Donc, si vous voulez être entrepreneur, faites une formation de 2 ans, allez dans l'informel, apprenez chez vos amis, vos parents et après, lancez votre entreprise en vous basant sur les différents fonds que les différents pays ont comme investissement. C'est ce que moi j'ai dit par rapport à l'éducation dans le domaine entrepreneurial. Merci. Ma dernière question, du coup, s'adresse à Nyama. Oui. Finalement, donc, de ce que je comprends de votre parcours, vous êtes plutôt axé autour de l'éducation et des jeunes. Aujourd'hui, on parle beaucoup du digital, des EdTech. Est-ce que c'est aujourd'hui indispensable de toujours allier la technologie à l'éducation ou il y a encore des manières de faire en dehors de la technologie? Merci beaucoup. Merci pour cette question. En fait, nous savons aujourd'hui que l'éducation digitale est très importante. Nous sommes ici et nous pouvons écouter cette Nous sommes ici et nous pouvons suivre cette conférence grâce à nos téléphones. Et ça montre que vraiment, l'éducation digitale est très importante. Et la pandémie, évidemment, nous a montré que c'est vraiment très important de rester connecté et nous a montré l'avantage de la technologie, surtout pour l'éducation. Et ben pour moi, je pense que c'est pourquoi j'aime trop dire vraiment que l'éducation digitale ne doit pas être un luxe que seulement les riches peuvent avoir. Ça doit être considéré comme un droit de l'homme. Tout le monde doit avoir le droit d'avoir cette éducation. Et c'est vrai que, comme tu as dit, il y a d'autres moyens de s'en sortir sans l'éducation digitale, mais je pense que dans le 21e siècle, et là où nous sommes, c'est très important
avoir cette éducation. Et moi, pour moi, ça ne s'arrête pas seulement à l'éducation digitale, c'est aussi un écosystème autour de cette éducation, un système pour s'assurer que vraiment tout le monde peut avoir cette éducation. Et ici, nous parlons de la connectivité, nous parlons de l'accès à l'électricité, par exemple, et nous parlons aussi des enseignants qui peuvent enseigner aux enfants cela, et aussi vraiment inculquer les gens depuis l'enfance sur l'éducation digitale. Donc, ne pas juste qui sont déjà à l'université pour commencer un programme, mais commencer depuis tout petit pour les aider à comprendre cela. Et donc moi, je vais prendre l'exemple de mon parcours. Je travaille beaucoup avec les femmes sur l'éducation digitale. Et le problème avec ces femmes, c'est que chaque fois qu'il y a des problèmes, chaque fois qu'il y a des projets, chaque fois qu'il y a des cours, il y a des femmes qui n'arrivent pas à compléter ces cours parce qu'il y a problème d'électricité. Nous sommes en Afrique. Tu peux te lever un jour, il y a coupure d'électricité pour une semaine, 3 jours. Oui, ça arrive chaque fois. Et aussi, il y a aussi problème de finances parce que acheter l'Internet, oui, c'est vraiment très cher en Afrique. Donc pour moi, c'est pas si cher. Donc pour moi, vraiment, c'est ne pas juste demeurer sur l'action de l'éducation digitale, mais aussi mettre un système autour pour s'assurer que toute jeune personne, que toute femme peut avoir cette éducation, que ça ne soit pas un luxe, mais que ça devienne vraiment un droit. Merci. Je vous remercie. Merci à toutes. C'était un plaisir pour moi d'animer cette dernière session de la journée, personnellement. Merci pour ce discours de vérité, ces histoires partagées. C'est porteur d'espoir et j'espère que vous l'avez tous apprécié. Et à très bientôt. Merci. Merci.